tourisme et maintenant au tour de Madame la députée de Mercier de faire son intervention. Merci, Madame la Présidente. Merci tout le monde. C'est la première fois que j'ai l'honneur et aussi le grand plaisir de m'adresser à cette Assemblée. Évidemment, mes premiers mots, je ne peux pas m'empêcher, en tant que députée de Mercier, de commencer par saluer mon illustre prédécesseur, M. Amir Kadir, qui a été l'ancien député de Mercier depuis les 10 dernières années et dont le passage ici à l'Assemblée nationale a été, on dirait, pour le moins très remarqué et qui a aussi marqué le paysage politique québécois des 10 dernières années par son audace, par son franc-parler, par sa droiture, par son courage. Et j'ajouterai aussi par, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, par les motifs plus originaux les uns que les autres de ses cravates, puisque ces derniers temps, on parle beaucoup de code vestimentaire. Vous irez voir les photos et les vidéos. Je veux aussi remercier les électrices et les électeurs de Mercier, grâce à qui je suis ici devant vous aujourd'hui, dans cette maison du peuple, comme j'aime appeler l'Assemblée nationale. Et j'ai le très grand désir que le peuple sente que c'est aussi sa maison et qu'on lui ouvre grand les portes. C'est d'ailleurs ce que le Comité citoyen de la Déclaration d'urgence climatique veut faire. Il veut instaurer un dialogue direct et non partisan avec tous les élus et toutes les élus de l'Assemblée nationale sur une base périodique, ce que je trouve est très bienvenu dans le contexte d'aujourd'hui. Et je souhaite qu'il trouve un chemin dans notre institution sans se perdre dans les dédales bureaucratiques. En tout cas, moi, personnellement, je tâcherai de les aider. J'ai l'honneur d'être porte-parole en matière de transition économique et écologique. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que je porte les dossiers environnement, économie, transport, énergie et aussi les sciences. Oui, les sciences. Je sais, c'est le parent pauvre en politique, les sciences. J'ai d'ailleurs été très déçue quand j'ai vu que le mot « science » a disparu du nom du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Je me demande pourquoi. Est-ce que c'est parce que la science ne répond pas assez aux impératifs du marché et des entreprises? Les décisions du gouvernement, surtout aujourd'hui au Québec du 21e siècle, en 2018, ne devraient-elles pas être basées sur les dernières recherches scientifiques? Sinon, sur quoi se base le gouvernement lorsqu'il se borne à construire un troisième lien entre Québec et Lévis, alors que la science a démontré depuis belle lurette que plus de routes, plus d'autoroutes, bien, c'est plus de congestion, plus d'étalement urbain et aussi plus de gaz à effet de serre. Sur quoi se base aussi le gouvernement pour augmenter l'âge légal de consommation du cannabis à 21 ans, quand les experts, les gens de la santé publique, les criminologues nous disent que ça protège en rien les jeunes, malgré les croyances populaires. Sur quoi se base aussi le gouvernement quand il donne le go à l'entreprise Gazoduc pour transporter du gaz naturel, quand la science, encore une fois, nous dit que le transport du gaz génère des émissions fugitives de méthane, et le méthane, la science le dit, a un potentiel de réchauffement 87 fois plus élevé que le CO2. Et surtout quand on sait que le gaz naturel qui vient de l'Ouest, eh bien, ce qu'il cache aussi, c'est du gaz non conventionnel à fracturation auquel le Québec a déjà dit non. Et que dire aussi du désinvestissement dans le réseau des CPE, dont les études ont maintes fois démontré l'importance dans le développement des enfants. Je pourrais parler de l'immigration et de plusieurs exemples. Je pourrais continuer longtemps. Je sais parler de science pas très sexy, ça peut même être rébarbatif, et ça fait rarement l'objet de discussions sur les lignes ouvertes des radios. Mais un gouvernement qui place l'éducation au centre de ses priorités se doit d'éclairer ses décisions et ses actions par les lumières de la science. Il y a un sujet qui fait appel à la science et peut-être qui fait exception par rapport à sa présence médiatique, et c'est celui de la crise climatique. En tant que détentrice d'une maîtrise en environnement depuis 15 ans, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience dans la population qui prend conscience que la survie de l'humanité est menacée. On l'entend, on les connaît, il y a eu plein d'appels des citoyens et des citoyennes à l'action, que ce soit
la déclaration d'urgence climatique, la planète s'invite en campagne et aujourd'hui la planète qui s'invite au Parlement, le pacte de la transition, et ça c'est juste les exemples les plus connus, il y en a bien d'autres. C'est très bien et c'est bien beau que des ministres décident de marcher côte à côte à côté des manifestants, comme ça a été le cas le 10 novembre dernier. C'était aussi très gentil de la part du premier ministre et de sa ministre de l'Environnement de prendre un petit café avec M. Champagne, initiateur du pacte pour la transition. Mais Madame la Présidente, le temps des gestes et des déclarations symboliques est terminé. Les scientifiques, maintenant, on les connaît par leur petit nom, le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est sorti récemment de sa réserve habituelle pour dire aux dirigeants que la récréation en matière de crise climatique est terminée. Pour convaincre le gouvernement de l'urgence d'agir, je vais citer non pas Shakespeare, Orwell ou Bourgault, comme l'a fait avec si brillamment mon collègue, le député de Jean Lesage. Je vais plutôt citer quelqu'un qui a peut-être plus de crédibilité aux yeux du premier ministre. Donc, cette personne dit « Il y avait une myopie de la part de tout le monde. On repousse toujours les problèmes à long terme. » C'était une citation de la semaine passée de M. Yves Thomas Dorval, le PDG du Conseil du patronat, qui lançait un avertissement au gouvernement pour ne pas répéter la même erreur dans sa réponse à la crise climatique que le gouvernement précédent, qui est resté inactif quand les démographes lançaient des cris d'alarme depuis 15 ans par rapport à la pénurie de la main-d'œuvre. J'ai aussi une autre citation que j'aime beaucoup. « Nous avons un adversaire redoutable, la peur de ne pas être capable, la peur de nous tromper, la peur du changement. » Quand je l'entends maintenant que je la récite à voix haute, j'ai l'impression que c'était Manon Massé qui disait ça, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui disait ça durant la campagne, mais c'était, on s'en rappelle bien, la semaine passée, une citation du premier ministre. Et notre premier ministre a tellement raison. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort, de changer ses habitudes et d'imaginer un nouveau mode de vie. Et là, je veux que vous me compreniez bien, Madame la Présidente, je ne parle pas des individus. Il faut arrêter de mettre le poids de la transition écologique sur le dos des gens, des personnes, des individus. Parce que la transition économique et énergétique, ce n'est pas un choix individuel, c'est un choix politique. Par exemple, en premier lieu, il faut s'attaquer aux infrastructures. On ne peut pas continuer à construire plus de routes, plus d'autoroutes, puis après ça, blâmer les gens de les utiliser. On a juste à voir ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. On ne peut pas détruire les milieux humides pour construire toujours plus loin, puis après ça, accuser les gens, puis les rendre responsables, leur dire que vous êtes responsables de l'étalement urbain, parce qu'ils habitent plus loin. On ne peut pas aussi s'attendre à ce que les travailleurs adhèrent totalement et sans aucune condition à la transition écologique, alors qu'on passe notre temps à opposer la protection de l'environnement et le développement économique. La transition économique exige de penser autrement de notre économie, de sortir de la boîte, comme disait Steve Jobs. Ça veut dire qu'il faut revoir en profondeur l'aménagement de nos régions, de nos villes et de nos quartiers, nos modes de production, toute la logique extractiviste qui est derrière la gestion de nos ressources naturelles, comment on utilise aussi et comment on transporte notre énergie, notre mobilité, notre agriculture, notre alimentation et j'en passe. Puis qui doit penser à ça? Pas juste le gouvernement central. Qui de mieux que les acteurs locaux, appuyés justement par leur gouvernement pour penser cette transition? En fait, ce que le monde des affaires aussi nous dit, c'est que la transition est une extraordinaire opportunité pour revoir nos façons de faire, pour réfléchir aussi à notre souveraineté locale, pour qu'on réduise notre fragilité et notre dépendance à un système beaucoup trop centralisé. On l'a constaté récemment, malheureusement, avec les événements récents aux îles de la Madeleine. C'est aussi une opportunité pour les entreprises polluantes qui, tôt ou tard, seront touchées par la transition. Au lieu de tenir un discours de peur, pourquoi ne pas, par exemple, il y a une idée qui circule, de créer des comités paritaires de transition dans ces entreprises, un peu comme sur le modèle des comités santé-sécurité au travail qui existent depuis la fin des années 70. Puis, ce serait des comités paritaires.
Les solutions existent, elles sont nombreuses. Certaines sont déjà appliquées dans le monde, d'autres aussi au Québec, mais à plus petite échelle. Pour s'en convaincre, je vous invite à lire le livre « Demain, le Québec » d'un collectif d'auteurs qui relate l'histoire et les histoires de gens très engagés qui veulent prendre leur destin en main en amorçant leur propre transition. Mais encore une fois, je veux le répéter et je veux bien me faire comprendre, c'est pas la bonne volonté des individus, ça sera pas suffisant pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Il faut une volonté politique. Le premier ministre ne manque pas une occasion pour souligner à quel point il est fier de la composition de sa députation qui provient surtout du milieu des affaires et de la gestion. Selon lui, c'est un gage de pragmatisme et non pas d'idéologie. Bien, peut-être qu'il va être heureux d'apprendre que j'ai moi-même un diplôme des HEC de Montréal en comptabilité comme lui et que j'ai longtemps aussi œuvré, jusqu'à récemment, jusqu'à mon élection, dans les grandes entreprises privées comme cadre où j'ai aussi siégé sur des comités de gestion. Voici donc, j'ai une proposition pragmatique à lui faire et à proposer au gouvernement et qui pourrait lui plaire. Il pourrait, par exemple, au lieu de faire un copier-coller du plan qu'on a perdu, qu'on a retrouvé, de réduction des gaz à effet de serre du précédent gouvernement qui ne marche pas parce qu'on sait qu'on, malheureusement, on n'atteindra pas nos objectifs, pourquoi ne pas déposer un budget, un outil très rigoureux, carbone, en même temps que le dépôt du budget financier du gouvernement, justement pour éviter de toujours nager en pleine noirceur quand on parle de gaz à effet de serre. Ça nous permet aussi, le budget, de savoir quel projet émetteur de gaz à effet de serre on va accepter, lequel on va refuser, parce qu'on a un budget, puis on peut faire le compte. Cette mesure, certainement, elle ne pourra pas nous permettre d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, mais c'est quand même un outil rigoureux et scientifique, j'y reviens, et pas politique, sur lequel le gouvernement pourrait baser ses décisions. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'être à la COP 24 en Pologne, en même temps que la ministre de l'Environnement, qui, j'espère, je pourrai m'entretenir avec elle, en tout cas, elle me l'a promis. Et le monde entier a rendez-vous avec l'histoire. Le gouvernement du Québec aussi pourrait marquer l'histoire de deux façons, soit de permettre au Québec de préparer la transition ou d'en subir les conséquences. Quel côté le gouvernement du Québec choisira-t-il? Et sur ça, je voudrais déposer une motion de grief au discours d'ouverture et qui, je le cite, que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la coalition Avenir Québec pour son projet de troisième lien entre Lévis et Québec. Merci. Je vous remercie, Madame la députée de Mercier, et vous savez que votre motion sera déposée sous réserve de sa recevabilité.